Cinquième et dernière application linéaire de cet exercice. Donc ici, on a l'application linéaire qui est définition à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 et à valeur dans R3. Ce que fait cette application, elle prend le polynôme P, elle calcule sa valeur en moins 1, en 0 et en 1. Premièrement, montrons cette application linéaire, ça va être le cas. Donc pour ça, je rappelle la démarche. On prend soit deux éléments dans l'espace de départ. Donc l'espace de départ, c'est l'espace des polynômes. Donc je vais appeler P et Q, l'espace des polynômes, je vais être plus précis, de degré inférieur ou égal à 3. Donc soit PQ appartient à R3 approché X et un lambda dans R. Et je vais calculer F3 de lambda P plus Q. F3 de lambda P plus Q, ça va donner quoi? Ça va donner lambda P plus Q calculé en moins 1. En deuxième coordonnée, je vais avoir lambda P plus Q calculé en 0. Et en troisième coordonnée, j'ai lambda P plus Q calculé en 1. Ça donne, quand je sépare les lambda et les P d'un côté et les Q de l'autre, je vois que j'ai lambda en facteur de chaque terme avec du P. Je vais avoir lambda facteur de P calculé en moins 1, P calculé en 0, P calculé en 1, plus Q calculé en moins 1, Q calculé en 0, Q calculé en 1. Et donc, si je regarde la définition, ça va me donner lambda fois F3 de P plus F3 de Q. Et conclusion, pardon, c'est pas F3, c'est F5 ici. Je vois pourquoi j'ai mis F3, c'est F indice 5. Et donc, F5 est linéaire. Du coup, maintenant que je sais l'application linéaire, j'essaie d'en déterminer le noyau et l'image de cette application linéaire. Alors, comme d'habitude, pour le noyau, je commence par le noyau. P est dans le noyau de F5, ça veut dire que F5 de P est égal à 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de moins 1 vaut 0. C'est-à-dire que P de 0 vaut 0. C'est-à-dire que P de 1 vaut 0. Autrement dit, j'ai un polynôme ici qui est de degré inférieur ou égal à 3. Et je trouve que P de moins 1 vaut 0, P de 0 vaut 0, P de 1 vaut 0. Comment je peux écrire ça? En termes de polynôme, dire que P de moins 1 vaut 0, ça veut dire que moins 1 est une racine de P. Mais aussi que 0 est une racine de P, mais aussi que 1 est une racine de P. Donc, moins 1, 0, 1 sont des racines de P. Autrement dit, si vous vous souvenez un peu de vos cours l'an dernier sur les polynômes, ça veut dire que x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1, divise P. Mais aussi x moins 0, c'est-à-dire x divise P, mais aussi x moins 1 divise P. Et comme je sais que P est degré inférieur ou égal à 3, donc là je peux dire que degré de P, donc P appartient à R3 approché x, donc degré de P est inférieur ou égal à 3, là j'ai un polynôme de degré inférieur ou égal à 3 qui admet 3 racines et qui est divisible par, ici c'est 3 polynômes. Qu'est-ce que j'en déduis? Si vous vous souvenez de ce qu'on a fait l'an dernier, P peut s'écrire sous la forme une constante fois x plus 1 fois x fois x moins 1. Pourquoi cela? Qu'est-ce qu'on aurait fait l'an dernier? Si vous aviez connu l'expression de P directement, vous auriez fait la division euclidienne de P par x plus 1 fois x moins 1. Comme x plus 1 fois x moins 1 est de degré 3 et que P est également de degré 3, vous aurez obtenu un quotient de degré 0, c'est-à-dire une constante. Et une constante, je l'écris ici, petit a. Autrement dit, qu'est-ce que je viens de montrer ici? Je viens de montrer que, pas équivalent mais donc, le noyau de F5, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le polynôme x plus 1, x moins 1. Pourquoi? Encore une fois, parce que j'ai pris un élément quelconque dans le noyau et j'ai montré ici écrit sous la forme une constante fois ce polynôme. Donc, maintenant, je viens de trouver une famille génératrice du noyau. Est-ce que c'est une base? Forcément, comme il y a un seul élément dedans, cette famille est une base. Donc, je peux dire que, de plus, la famille composée uniquement du polynôme x plus 1 fois x moins 1 est libre.
car elle est composée d'un seul vecteur. Donc, c'est une base du noyau. Maintenant, on va déterminer l'image. Avant ça, juste une petite parenthèse. Dans cette vidéo d'amphi, on a pris un exemple qui est grosso modo quasiment le même à un détail près, une nuance près. C'est que là, je n'ai pas R3, mais R2 crochet X, que j'avais dans la vidéo d'amphi. Comme j'avais R2 crochet X, j'avais un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 qui admettait 3 racines. Du coup, j'en disais que ce polynôme était obligatoirement égal à 0 et que le noyau était égal à 0. Était réduit à 0. Ici, si comme je sais que j'ai un polynôme qui est de degré inférieur ou égal à 3 et que c'est écrit qui a 3 racines, c'est écrit du coup sous la forme une constante fois ici x plus 1, x moins 1 parce que les racines étaient moins 1, 0 et 1. Ceci étant dit, faisons maintenant le noyau, terminons l'image, pardon. Pour l'image, je vais faire comme d'habitude, théorème du rang. Que me dit le théorème du rang? C'est que la dimension de l'espace de départ, donc ici l'espace de départ c'est R3 crochet X, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Ça vaut la dimension du noyau, donc dimension quart de F5, plus le rang de F5. Je vais remplacer. Dimension de R3 crochet X, attention ce n'est pas 3, c'est 3 plus 1, c'est donc 4, parce que pour trouver un polynôme de degré 3, il faut le terme en x3, le terme en x2, le terme en x et le terme constant. Il faut donc bien 4 infos. Donc degré 4. Égale, dimension du noyau c'est 1, plus rang de F5. Et donc, j'en déduire que rang de F5 est égal à 3. Est-ce que j'ai besoin de faire des calculs pour conclure? En fait, non, si on prend un peu de recul. Vous pourriez très bien faire comme d'habitude. Vous calculez F5 du premier vecteur de base de R3 crochet, c'est-à-dire F5 du polynôme 1 et F5 du polynôme x au carré et du polynôme x au cube. Vous tombez sur des valeurs et vous aurez trouvé obligatoirement, parmi ces 4 possibilités, 3 vecteurs qui auraient formé une famille libre. Mais du coup, vous aurez 3 vecteurs qui forment une famille libre parmi les 4, j'aurais eu 3 qui forment une famille libre. Dans R3 qui est dimension 3, donc obligatoirement, ça aurait été une base. Et donc, si le sous-espace vectoriel engendré par un ensemble, par 3 vecteurs dans R3, obligatoirement, c'est R3 tout entier. Ce que je veux dire par là, je vous l'écris maintenant, c'est que image de F5 est un sous-espace vectoriel de R3. Pourquoi de R3? Parce que c'est l'espace d'arrivée. L'espace d'arrivée, c'est R3. Qui est de dimension 3. Qu'est-ce que je vous dis là? Je vous dis que l'image de F5, c'est dans R3, mais ça fait la même taille. Autrement dit, c'est pas carrément que c'est dans R3, c'est carrément que c'est R3 tout entier. Et donc, j'en déduis que l'image de F5 égale R3 tout entier. Et par définition de surjectivité, F5 est surjective. Et je me rends compte que j'ai oublié de le dire juste avant. Là, comme le noyau, à cet endroit-là, comme le noyau n'est pas égal à 0, je peux dire directement que F5 pas injective. Donc là, cette application, elle est pas injective, mais elle est surjective. Et ça termine ici ce calcul et cet exercice.